Colette Brackman est spécialiste de l'Afrique et de la région des Grands Lacs en particulier. Elle est journaliste au Soir depuis plus de 40 ans. Elle a également collaboré à des revues comme Le Monde diplomatique et a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire politique de la région. Bonjour Colette Brackman. Bonjour. Alors on a l'impression de vous attraper comme ça entre deux voyages vers l'Afrique. Ça fait maintenant plus de 30 ans que vous travaillez sur cette région-là. Est-ce que vous vous sentez là-bas presque comme chez vous ou autant chez vous que quand vous êtes ici ? Oui, en tout cas, quand je suis là-bas, je suis très à l'aise parce que je connais beaucoup de monde, les acteurs politiques, mais aussi d'autres gens, et qu'à la longue, j'ai beaucoup d'amis là-bas, beaucoup de connaissances, et voilà. Mais je continue quand même encore à être surprise par certains développements, et c'est ça qui me motive comme journaliste, c'est l'envie d'aller voir parce que, heureusement, cette région du monde change. Et vous avez alors des liens de très grande proximité, aussi de grande intimité, si je puis dire, avec l'Afrique et avec des Congolais ? Oh, d'intimité, non, mais de grande amitié, enfin des gens que forcément que je connais, que je fréquente depuis 10, 20 ans, que j'ai vus dans des circonstances particulières, quand ils étaient dans des combats politiques, parfois dans des situations de crise, de répression, de danger. On était parfois ensemble dans des moments un peu chauds, et tout ça crée quand même de vieilles relations bien sympathiques aussi. Alors, on va essayer de comprendre, tout le monde vous connaît ici comme une grande et une très fine connaisseuse de la situation du Congo, donc de l'Afrique, je le disais, de la région des Grands Lacs et en particulier du Congo. On va essayer de comprendre d'où ça vous vient, cette passion pour l'Afrique. Est-ce que petite déjà, ou dans le milieu familial dans lequel vous êtes née, vous étiez prédestinée, où il y avait déjà des liens avec le Congo qui pourraient expliquer votre passion pour le Congo? Mais non, ma famille, c'est une famille belge très ordinaire, mais mon père est décédé quand j'étais très jeune. Et alors, ma maman m'a dit, tu dois lire, tu dois... Bon, elle a essayé d'un peu dériver, disons, mon chagrin, tout ça, la solitude, en me disant de lire. J'ai commencé à dévorer des livres, des articles de journaux, enfin tout ce qui me tombait sous la main, je le lisais. Et on était à la veille, dans les années 60. Et qu'est-ce que je lisais? C'était des reportages formidables dans la Libre Belgique sur le Congo de l'époque, la fin de l'ère coloniale, l'indépendance, l'accession du Congo à l'indépendance, Lumumba. Et tout ça, moi j'étais une gamine, mais tout ça parlait à mon imagination et me faisait naître un peu le désir. Je me disais, mais un jour j'irai voir moi-même, un jour moi aussi je vais aller raconter tout ça. J'ai envie d'aller voir, de raconter ce genre d'histoire. Et donc il y avait une passion pour l'international, pour les voyages, qui n'était pas limitée du tout à l'Afrique. C'était c'était voyager, c'était aller voir le monde, sortir d'un milieu familial assez modeste et voilà, bruxellois, classique, tout à fait classique, bien cadré. Et c'était de sortir un peu de tout ça et d'aller voir. Et c'est comme ça que je rêvais évidemment de combiner les deux. Moi j'aimais écrire, beaucoup de choses je ne sais pas faire dans la vie, mais écrire, ça j'avais l'impression que c'est quelque chose que je savais faire. Donc je me disais, je veux écrire, je veux voyager. Donc le journalisme. D'où le journalisme, ça s'imposait. Ça ne s'imposait pas tellement à ma famille qui trouvait ça un peu bizarre pour une gamine qui veut faire ça, mais enfin bon, on pouvait difficilement m'en empêcher. Et puis je me suis lancée là-dedans, mais plutôt avec l'idée, je vais être, entre guillemets, reporter, et l'image que tous les jeunes ont du journalisme, au fond, hein, c'est Tintin, c'est le reporter qui met son carnet en poche et qui prend un avion, un train et qui s'en va, quoi. Voilà. Et vous y êtes parvenu, ce qui n'est pas forcément évident, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes candidats journalistes qui se voient grands reporters, hein, c'est l'image qui colle au métier de journalisme, mais tout le monde n'y arrive pas forcément, c'est très difficile. Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous, à occuper cette place-là ? Ben, moi, j'ai eu une chance formidable, hein. C'est que j'ai été engagée d'abord dans un journal qui était La Cité, et puis très vite, j'ai été engagée au Soir. Et le Soir, à l'époque, était un journal avec un grand tirage, avec encore beaucoup de moyens et des ambitions de reportage. Aujourd'hui, il a encore ses ambitions, mais les moyens sont devenus beaucoup plus limités. Et donc, à cette époque, on pouvait encore partir et rester 3 semaines en Éthiopie, en Érythrée, un mois au Liban, aller 10 fois sur une année
au Portugal pour suivre la révolution des œillets ce au que vous Portugal, avez fait, ce donc. que j'ai fait. Donc c'était fantastique. J'ai dû un peu jouer des coudes, si j'ose dire, pour être acceptée au service international. J'étais engagée pour être au service politique, société. Avant, quand j'étais à la Cité, j'étais dans des services. On me demandait de faire notamment la rubrique culinaire où je n'ai pas brillé. Je dois dire, je n'ai pas brillé longtemps dans la rubrique culinaire parce que je n'y connaissais rien. Et donc, j'ai très vite fait des reportages et d'autres sujets. Mais alors, au soir, j'ai dû un peu me bagarrer pour être acceptée au service international. Et puis là, j'étais vraiment dans les starting blocks pour partir à tout moment. Enfin, j'avais vraiment envie de faire ça et j'étais très enthousiaste. Et donc voilà. Et donc, j'ai fait beaucoup de reportages avant d'arriver en Afrique centrale, avant d'arriver au Congo. Heureusement, j'ai pu circuler dans le monde, en Amérique latine, en Asie, au Cambodge. Enfin, j'ai fait beaucoup de reportages vraiment très chouettes. Alors, le Congo, comment se passe votre entrée, je dirais, dans cette matière énorme l'Afrique, on l'a dit, la région des Grands Lacs et en particulier le Congo. Mais le Congo, moi j'étais toujours intéressée. Ça, de toute façon, il y avait quelque chose depuis l'âge de 12 ans. Le Congo, c'était notre lointain, entre guillemets, notre horizon. Il y avait beaucoup de gens qui rentraient de la colonie. C'était les années d'après l'indépendance. Mais donc, dans votre famille, vous n'aviez pas de lien en particulier avec la colonie ou avec le Congo belge? Non, il n'y avait personne de ma famille n'y était allé, ne racontait d'histoire au coin du feu. Sur le Congo, il n'y avait pas. Mais moi, il y avait quand même ce sentiment que ces gens qui rentraient du Congo, qui rentraient d'Afrique, racontaient des histoires quand même assez mirobolantes. Donc c'était notre lointain, notre horizon, c'était notre proche aussi. C'était un pays qui était proche de la Belgique. Il y avait tout de même beaucoup de Congolais qui arrivaient en Belgique, enfin, des Aïrois, avec toute une opposition, qui racontaient des choses. Et donc, j'avais un peu ce sentiment que le président Mobutu, c'était lui qui était au pouvoir, et il y avait beaucoup de dictateurs dans le monde à cette époque. Il y avait Somoza au Nicaragua, il y avait Pinochet, il y en avait beaucoup. Mais celui-là, c'était le nôtre. C'était nous qui l'y avons encouragé à rester au pouvoir, qui le soutenions. Celui-là, c'était le nôtre. Et donc, je trouvais que la Belgique avait peut-être une responsabilité politique, mais que comme journaliste, on avait aussi, nous, une responsabilité de bien connaître cette situation et de la faire connaître. Et que jamais des Français, des Anglais n'allaient s'y intéresser autant, parce qu'ils avaient toutes les anciennes colonies françaises, enfin la France-Afrique et tout ça, le monde leur était ouvert. Alors que pour nous, les Belges, le pays le plus proche et le plus lointain et avec lequel on était le plus en symbiose, c'était le Congo. Et donc, ce pays-là m'intéressait. Mais bon, pendant longtemps, j'ai attendu avant de pouvoir y aller. Et c'est finalement dans les années 80. Alors justement, quand vous arrivez au Congo, Mobutu est donc toujours au pouvoir. Quels sont vos premiers souvenirs quand vous arrivez et comment vous démarrez là votre carrière de spécialiste de la région? Mais je n'étais pas spécialiste, hein. J'avais déjà été dans d'autres pays avant. Je connaissais beaucoup d'autres pays africains avant, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, enfin, énormément. Et donc j'arrive au Congo comme journaliste, comme reporter et surtout à l'époque en faisant des voyages officiels, en accompagnant un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Coopération, mais en ouvrant les yeux ingénument, si vous voulez, sur la réalité. Et je vois quand même un pays extrêmement riche, mais une population qui est misérable, qui est beaucoup plus pauvre que tout ce que j'ai déjà vu précédemment. Des opposants, je connaissais pas mal d'opposants qui vivaient en Belgique. Et évidemment, il y a certaines questions qui, pour moi, s'imposaient et que je posais comme question au président lorsqu'il faisait une conférence de presse du style pourquoi tel opposant est-il toujours en prison et qu'est-ce que les femmes chantaient. Il apparaît qu'elles chantaient Papa, nous avons faim. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les femmes ont osé vous poser cette question? Enfin, c'était des questions qui me paraissaient évidentes. Mais ce qui, à l'époque, évidemment, n'était pas courant. Vous êtes une des premières voilà. à avoir été aussi critique, à avoir aussi virulemment critiqué le régime de Mobutu à l'époque.
Oui, c'est ça. Et surtout, ce que les Zaïrois, la population avait retenu, c'est que je posais des questions qui, pour moi, étaient de simple bon sens, mais que personne n'osait poser parce que Mobutu, c'était le grand chef, le guide. Et personne n'osait l'attaquer. Et Voilà. ils s'en souviennent encore aujourd'hui? Oui, Certains s'en souviennent encore aujourd'hui? oui, parce que parfois les gens me disent aujourd'hui, ah, on se rappelle que vous osiez dire ceci ou ça au président. Et parfois ils me font dire des choses que moi j'ai jamais dit ou des circonstances qui n'ont jamais eu lieu. Mais il y a eu tout de même quelquefois des moments assez épiques, et notamment une fois où le président était très fâché sur moi parce que je pense que j'avais révélé le massacre des étudiants à l'université de Lubumbashi. Et alors il avait dit, moi vivant, elle ne viendra plus au Zaïre. Vous avez été persona non grata pendant plusieurs années au voilà. Zaïre. Et alors, je l'ai découvert à mes dépens parce que j'avais été invitée à suivre le début de la conférence nationale, et je suis arrivée, on m'a remis dans l'avion, retour vers Bruxelles, j'ai été jetée par les services de Mobutu. Voilà. Et on a fait beaucoup de publicité à ça. Enfin, c'était pas fréquent qu'un journaliste se fasse comme ça expulser. Et qui a dû être une période assez dure pour vous, puisque vous deveniez alors la correspondante, ou en tout cas la spécialiste du Congo, mais vous ne pouviez plus y aller pour travailler. Voilà, pendant 2-3 ans, malheureusement, je ne pouvais plus y aller, et ça n'était pas bon, parce que du coup, le fait d'être en Belgique, quelles étaient mes sources d'information? C'était uniquement l'opposition, les critiques. Et donc, en ne pouvant plus aller sur place, honnêtement, j'ai perdu de vue les aspects quand même. Il y avait des aspects peut-être positifs du régime, que Mobutu a essayé de sauvegarder l'unité de cet immense pays, mais ça, moi, je ne le voyais pas puisque je ne pouvais plus y aller. Et donc, je chargeais à fond, évidemment, ça c'est classique, vous interdisez à un journaliste d'aller quelque part, il s'y intéresse encore plus et il relaie tout ce qu'il y a de plus négatif. Et c'est évidemment ce qui s'est passé dans mon cas. Donc, j'étais extrêmement virulente contre le régime Mobutu, et je suis retournée au moment de sa chute et de la première guerre du Congo. Alors effectivement, vous n'avez pas cessé d'y retourner depuis. Voilà. Au Congo, vous avez été énormément, parfois même au péril de votre vie. Vous vous êtes retrouvé dans des situations de très grands dangers aussi, notamment lors des multiples conflits qui ont émaillé en particulier l'est du Congo et la frontière avec le Rwanda. Vous avez pris aussi des risques très très importants pour votre vie. Oui, mais je ne l'ai pas toujours fait délibérément. Hein, parce que, par exemple, quand Mobutu, son régime vacillait, il allait fuir Kinshasa. Moi, j'étais à Brazzaville, donc sur la rive du fleuve, juste en face. Il est évident que je brûlais d'envie d'arriver à Kinshasa vite pour voir la chute de Mobutu. Enfin, j'attendais ça depuis des années. Donc, je serais presque allée à la nage, sauf que je me serais noyée. Mais enfin, donc j'ai trouvé une barque qui m'a amenée à Kinshasa. J'ai laissé toutes mes affaires à Brazzaville et j'ai été à la barque presque en pagayant pour arriver plus vite à Kinshasa. Et alors après, ça c'était des années plus tard, je voulais aller à Kisangani. Et là, je suis arrivée, je me rappellerai toujours, le dimanche soir pour faire quelque chose de tout à fait différent. Donc à l'époque où Kisangani est en plein conflit, c'est ça, sous les bombardements entre... Mais non, il n'y avait pas de conflit, c'était tout à fait calme, et je voulais faire un reportage un peu décalé sur est-ce que Kisangani se souvient de Lumumba. En fait, j'ai jamais fait ce reportage parce que je suis arrivée le dimanche soir, et le lundi matin, les armées de l'Ouganda et du Rwanda ont commencé à se battre dans la ville de Kisangani, et on s'envoyait des bombes pendant 6 jours d'affilée, non-stop. Et moi, j'étais réfugiée à la procure chez les pères, chez les missionnaires, mais qui étaient exactement au centre du champ de bataille, et on avait des bombes qui tombaient tout le temps. Cette histoire a duré 6 jours, quoi. Et il paraît, alors est-ce que c'était cette fois-là, et vous allez me détromper si je me trompe, on raconte aussi que vous vous êtes retrouvés donc à l'époque à Kisangani. Moi je pensais que c'était en plein conflit, vous vous êtes retrouvés en plein conflit, mais je pensais que vous êtes arrivés au moment où le conflit avait déjà commencé. Juste la veille. Et que vous vous êtes retrouvés alors dans une baignoire, racontant, pour dicter
votre article au soir. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est en partie vrai parce que j'ai découvert, je vous donne le truc, c'est que quand il y a des bombardements, un des lieux les plus sécurisés, c'est la salle de bain parce qu'il y a des tuyauteries qui passent dans le plafond. Et donc ces tuyaux peuvent éventuellement ralentir, disons, la chute du plafond. Bon. Et donc tout le monde, il y avait des observateurs de l'ONU et moi qui étions dans la procure et on avait trouvé que c'était plus malin de se réfugier dans la salle de bain. Alors on était là, l'un était devant le lavabo, l'autre dans la baignoire. Et on était là, bon. Et alors moi, on me téléphonait de la BBC à l'époque, parce que j'étais la seule journaliste, pour que je raconte un peu ce qui se passe. Et les gens de la BBC à Londres disaient, mais il y a beaucoup de bruit autour de vous, est-ce que vous ne pourriez pas demander que ça se calme un peu? Je dis, c'est un peu difficile, parce qu'il y a des bombardements et tout, mais il y a des bruits d'effondrement. Je dis, oui, je suis désolée, c'est le plafond qui tombe, mais... Je suis un peu désolée, je ne peux rien faire, je ne pourrais pas sortir en ce moment, parce que ça tire de tous les côtés. Et voilà quoi. Et alors c'était très intéressant parce que la version des assaillants de l'Ouganda et du Rwanda était de dire il y a des petits incidents, des petits échanges de tirs. Ce qui n'était pas vrai du tout, c'était une vraie guerre avec des gros bombardements. Et les seuls bruits, le son qu'on entendait à la BBC avec ma voix là. On entendait bien que c'était un gros truc et donc ça a un petit peu alerté quand même l'opinion et bon, il y a eu de grosses pressions internationales sur les deux protagonistes pour qu'ils arrêtent parce que c'était finalement la population congolaise de Kisangani qui recevait les coups. Alors, on l'a dit, vous n'avez cessé d'aller et de venir en gros entre le Congo et la Belgique, même si vous avez été dans bien d'autres pays d'Afrique et notamment au Rwanda. Est-ce qu'avec le recul, il y a des événements que vous estimez avoir traités ou que vous traiteriez aujourd'hui différemment? Est-ce qu'avec le recul, il y a des sujets sur lesquels vous avez estimé avoir fait des erreurs de jugement ou que vous traiteriez différemment aujourd'hui? Je vous dis peut-être le Zaïre de Mobutu, parce que le fait de ne pas pouvoir y aller, j'ai pris tout ce qui était négatif, et il y avait 80% de négatif. Mais je pense qu'un journaliste doit tout de même toujours faire la part des choses et essayer de faire un bilan, un jugement équilibré. Et moi, peut-être que je ne l'étais pas assez parce que je n'avais pas accès et donc je ne pouvais pas voir l'autre aspect des choses, quoi. Et donc parfois, j'ai un peu de remords. Et alors, bon, au Rwanda aussi, mais enfin là, je crois qu'au Rwanda, nous avons tous été pris dans les passions, les chagrins et tout. Et là, j'ai essayé de dire ce que j'avais vu. C'était parfois peut-être un peu unilatéral, je ne sais pas, mais enfin, il m'a fallu du temps aussi pour mesurer, par exemple, oui, aussi au moment de la chute de Mobutu, que à la fois c'était une libération, que la population était très contente de voir la défaite des armées moboutistes, et j'ai peut-être sous-estimé les craintes que les gens avaient et le fait que ce mouvement, qui était un mouvement de libération dont le porte-parole était Laurent Désiré Kabila, était porté par des armées étrangères, était porté par l'armée du Rwanda et de l'Ouganda, et j'ai peut-être pas assez dit, ou je ne me suis pas assez posé la question à l'époque, est-ce que ces gens qui libèrent le pays voisin, quels sont leurs vrais objectifs? Est-ce qu'ils n'ont pas des objectifs, disons, moins désintéressés que libérer leurs voisins de l'oppression d'un vieux dictateur? Et l'histoire a démontré que la situation était beaucoup plus complexe, qu'ils voulaient démanteler les camps de réfugiés, sécuriser la frontière, mais aussi se partager les richesses du pays. Et ça, dans un premier temps, j'ai pas mis trop l'accent là-dessus parce que j'étais prise dans cette espèce d'euphorie de voilà, Mobutu s'en va et tout ça. Et donc, avec le recul, j'aurais peut-être dû être plus pondérer les choses. Il m'a fallu quelques mois. Bon, après, je me suis rattrapée. Après, j'ai écrit des livres dont l'un s'appelait L'enjeu congolais, l'autre Les nouveaux prédateurs. Alors, le titre même du livre disait bien quel était le propos. Alors, vous vous voyez aussi comme une journaliste engagée, ou en tout cas, l'engagement fait partie de votre métier?
C'est pas un engagement politique, hein. C'est pas un engagement pour un parti ou pour une faction, etc. Mais c'est quand même un engagement pour certaines valeurs. Et je pense que là, le journal Le Soir, et Dieu merci, m'a toujours soutenu, que ce soit Yvon Toussaint comme rédacteur en chef, ou Guy Duplat, ou Béatrice Delvaux, ou aujourd'hui. Enfin, le journal Le Soir partage ces valeurs disons, de droits de l'homme, de démocratie, de souveraineté des pays. Et oui, je me suis engagée, j'ai essayé d'illustrer cela et de dénoncer les violations de ces valeurs et d'un peu expliquer des situations concrètes. Ça me paraît, mais ça me paraît assez cohérent avec la ligne du journal. Avec la ligne du journal et avec vos mes convictions, vos voilà. convictions personnelles, notamment à l'époque de Mobutu, puisqu'on l'a dit que vous avez été l'une des premières à critiquer de manière aussi ouverte la politique à l'époque, le comportement de Mobutu. Certains aujourd'hui, dans l'opposition congolaise, s'interrogent ou ne comprennent pas très bien votre soutien, parfois peut-être à leurs yeux trop fort, pour le personnage de Kabila. Est-ce que vous comprenez cela? Je comprends qu'ils le disent, mais moi je comprends qu'eux ne comprennent pas que la situation malgré tout a changé et que le président Kabila a certainement des défauts, des problèmes de gouvernance, etc. Mais il a hérité d'une situation extraordinairement difficile, d'un pays qui a été ruiné par la dictature, ruiné par la guerre, qui n'était pas au degré 0 du développement, mais au degré moins 20 ou moins 10. Et il n'était pas du tout formé pour la tâche et il a dû faire avec. Et donc, j'essaie toujours de pondérer, d'expliquer ce qu'ils essayent de faire, en quoi ils échouent, les dangers, mais aussi d'où on vient. Et ce que je constate, c'est que tout de même, il essaye et que bien souvent, ça rate. Évidemment, ça rate, il y a des problèmes dans l'armée, des problèmes de corruption gigantesques, mais qui sont aussi hérités du passé, qu'on n'arrive pas à maîtriser actuellement. Mais je pense, et ça je le dis vraiment, que ce pays progresse, que le Congo d'aujourd'hui n'est plus le même que le Congo de 1997, et qu'il y a des choses qui ont changé, ne progressent pas assez vite, etc. Mais il y a des choses qui changent. Et donc moi j'essaie de faire la part des choses. Alors vous parlez justement de ce Congo d'hier et du Congo d'aujourd'hui. Dans les relations entre la Belgique et le Congo, là aussi, est-ce que vous avez, vous qui êtes une grande observatrice de tout ça, vous observez les changements qui se font jour aujourd'hui, où on sent qu'il y a comme un nouveau regard sur le Congo qui est porté par des Belges plus jeunes ou d'une nouvelle génération qui n'ont pas vécu la période de la colonisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est très chouette parce que pendant des années, les gens, le public qui s'intéressaient au Congo, c'était les nostalgiques de la colonisation, qui les défendaient, ou bien c'était des nostalgiques de Mobutu. Et puis, il y a eu un creux. On a l'impression que le Congo était sorti des écrans radars et c'était bien triste. Et maintenant, on voit des jeunes qui arrivent. Je rencontre des jeunes là-bas qui voyagent au Congo, qui s'engagent dans des ONG, dans l'humanitaire, mais aussi dans des projets, qui essayent de trouver du travail. Il y a toute une nouvelle génération qui ont perdu les œillères du passé et qui sont intéressés par le Congo, intéressés par ce qui s'y passe. Ils veulent en savoir plus. Et donc, il y a un regain chez les jeunes. Et moi, ça me réjouit parce que je me dis, aujourd'hui comme hier, je dis le Congo, c'est l'horizon de la Belgique, c'est notre prochain, lointain, proche. Enfin, ça reste très proche. Et pour les Congolais, la Belgique garde quand même une place à part. Et je pense que pour les jeunes Belges, ça reste une fenêtre ouverte sur le monde. Et voilà. Et qui est effectivement très différent. On pense par exemple au succès vraiment étonnant du livre de David Van Reybrouck qui s'appelle Congo et qui remporte un succès vraiment surprenant. Qui montre oui. À quel point... Et pour qu'il ait des tirages pareils, ça montre bien que ce ne sont pas que les nostalgiques du passé, la vieille génération, hélas, ils ne sont plus aussi nombreux. Et donc, il y a beaucoup d'autres générations, y compris des jeunes, qui se sont intéressés parce qu'il a réussi à traduire le Congo en termes contemporains qui sont de nature à intéresser les gens plus jeunes. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour autre chose que l'Afrique chez vous, Colette Brackman?
Oui, bien sûr, il y a de la place pour les loisirs, pour les amis de longue date, les amis plus récents, oui, pour les loisirs, les voyages. Moi, j'adore voyager. Il y a encore des tas d'endroits au monde que j'ai pas vus, donc il y a vraiment urgence à y aller. J'ai Est-ce une que petite vous vous êtes liste. parfois senti à l'étroit dans cette étiquette de spécialiste du Congo? Est-ce que vous avez parfois eu envie de faire autre chose, de prendre la tangente, d'aller ailleurs? Oui, puis en plus, je ne suis pas spécialiste. Le Congo m'intéresse et j'y vais souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes être... quand même une des références ou Oui, parce la que référence internationale j'y vais sur souvent et sur le j'ai écrit des sujet. kilomètres d'articles sur le pays, aussi le blog. Mais je vous dis, au départ, moi, je suis d'abord une journaliste qui a envie d'aller voir, d'aller dans le monde, d'aller regarder ce qui se passe et puis de le raconter. Ça, c'est vraiment le départ. Et donc, aujourd'hui, si vous m'envoyez, je ne sais pas moi, en Amérique latine ou au Venezuela, voilà, aller voir ce qui se passe après Chavez, je vous jure, dans 2 heures, je suis partie et je serais enchantée de faire autre chose que le Congo et de venir vous raconter ce que j'ai vu là-bas, quoi. Mais évidemment, on ne travaille plus, et ça, vous l'avez dit en début d'entretien, on peut peut-être encore terminer là-dessus et dire un mot là-dessus. On ne travaille plus aujourd'hui au soir comme lorsque vous avez commencé sur ces matières-là, en tout cas sur l'international. Non, c'est difficile, hein, les moyens sont plus limités. Mais je vous dirais, si on me le demande, moi je vais demain à Bruxelles, dans un quartier, je fais un reportage sur Ce que vous avez d'ailleurs fait un jour, si je ne m'abuse, à Molenbeek. Oui, c'est ça, avec vraiment beaucoup de plaisir et d'enthousiasme, quoi. Et je suis tout à fait prête à recommencer, j'ai des idées de sujets. Et voilà, parce que ce qui compte, c'est la curiosité, c'est d'avoir envie d'aller voir et de le raconter. Eh bien, Colette Brackman, je vous remercie. Merci.